Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ProConta, cette fois dédiée à l'impôt sur les sociétés. Donc l'essentiel à savoir sur l'impôt sur les sociétés. Première chose, l'impôt sur les sociétés, c'est le régime d'imposition des bénéfices des personnes morales. Vous savez, les personnes morales, donc ce que l'on appelle en droit les sociétés. L'impôt sur les sociétés s'applique traditionnellement pour les sociétés de capitaux, donc tout ce qui est sociétés anonymes, les SAS, etc., les SARL, et puis certaines sociétés peuvent être non soumises à l'IS de droit, c'est-à-dire que ça n'est pas obligatoire, mais elles peuvent opter pour l'IS. Donc pour certaines sociétés, c'est une option. Donc pour les deux premières catégories, c'est une obligation. Pour la troisième catégorie, c'est un choix effectué par les membres de la société. Par exemple, vous voyez, je vous ai mis quelques exemples de ça. Vous avez la question des entrepreneurs individuels, l'entreprise unipersonnelle, société en nom collectif, etc., voire même les sociétés de fait. Donc toute cette liste-là, vous la voyez, vous l'avez sous vos yeux, c'est un ensemble de sociétés, d'ailleurs sociétés et entreprises, vous voyez, pour certaines, qui peuvent choisir d'être soumises à l'imposition sur les sociétés. Alors, il y a deux éléments, deux étapes principales. L'étape 1, que nous n'allons pas spécialement faire ici, parce qu'en soi, elle relève plus de la fiscalité que de la comptabilité, c'est tout simplement la détermination du résultat fiscal. Alors, pourquoi l'ai-je mis? Tout simplement pour vous rappeler qu'il existe une différence entre ce que l'on appelle le résultat comptable et le résultat fiscal. Le résultat comptable, il s'obtient simplement en faisant la différence à la fin de l'année entre l'ensemble des produits qui ont été enregistrés et l'ensemble des charges. Et donc, on obtient un montant. Le résultat fiscal peut éventuellement être différent du résultat comptable. Pourquoi? Parce qu'il existe certaines charges qui doivent être ce que l'on appelle réintégrées. C'est-à-dire, il y a des charges que l'on a passées au compte de résultat, mais qui en réalité ne sont pas déductibles d'impôt. Donc on va les réintégrer, ça veut dire qu'on va les re-rajouter au résultat comptable, qui va donc grossir, et cette nouvelle base deviendra le résultat fiscal. De la même manière d'ailleurs que certains produits ne sont pas soumis à IS, donc au contraire, on va les enlever du résultat comptable pour retrouver là encore une base fiscale. Et donc l'impôt sur les sociétés se calcule bien évidemment à partir de la base fiscale. L'étape numéro 2, une fois que l'on aura ça, c'est de déterminer le taux. Alors ça paraît tout bête, mais pourquoi est-ce qu'il faut déterminer le taux? Même si en réalité, vous allez voir que plus on va avancer dans le temps et dans les années, moins cette étape 2 sera importante. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, enfin dans quelques instants. Donc je vous l'ai mis ici, voilà, la détermination du résultat fiscal avec le résultat comptable, puis on ajoute des charges qu'il faut réintégrer, et au contraire, on enlève certains produits. Et donc voilà, vous avez une formule très simple à comprendre. Ce qu'on appelle donc des réintégrations pour les charges non déductibles, et des déductions pour, au contraire, les produits non imposables. Alors quelques exemples simplement de charges non déductibles. Vous avez par exemple des dépenses de déplacement, des missions et réceptions qui sont considérées par l'administration fiscale comme des dépenses somptuaires. C'est-à-dire que vous savez, une dépense somptuaire, c'est par exemple, je sais pas, imaginez que pour négocier un contrat avec un client, vous l'emmeniez au restaurant. C'est possible en théorie, d'accord? Ça n'est pas illégal. Vous pouvez utiliser les fonds de l'entreprise pour payer le repas à un client. Simplement, l'administration fiscale a un droit comment dirais-je, de regard, ou en tout cas une marge de manœuvre à ce sujet, puisqu'elle peut considérer que le restaurant que vous avez payé relève des dépenses somptuaires, c'est-à-dire entre guillemets trop luxueux par rapport aux besoins. Donc vous voyez, c'est vraiment à l'entreprise de justifier que véritablement le choix du restaurant était logique et pertinent, et s'inscrivait vraiment dans une logique de démarche client. Et donc il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Donc dans ces cas-là, si jamais l'administration considère qu'une dépense est somptuaire, eh bien il faut la réintégrer dans le résultat fiscal. L'impôt sur les sociétés, par définition, c'est déjà un impôt, donc il se trouve que c'est une charge, c'est un compte de la classe 6, mais bien évidemment, il n'est pas déductible d'impôt puisque c'est un impôt. Et puis vous avez un autre exemple, c'est la taxe sur les véhicules de société. Tout ce qui est amende, pénalité, donc voilà, les fois où vous êtes fait redresser par l'administration fiscale, ça n'est pas évidemment déductible d'impôt. Et vous avez enfin par exemple les primes versées au titre d'une assurance décès. Bon, c'est des choses très très spécifiques, on ne vous demande pas forcément de les connaître par cœur. D'accord? L'exemple de produits qui ne sont pas ou pas entièrement soumis à l'IS, ce sont par exemple les dividendes qui proviennent d'une société filiale, des plus-values sur titre de participation qui ont un régime d'imposition spécifique, ou alors des dégrèvements par exemple obtenus justement sur la taxe sur les véhicules de société. Étape numéro 2, donc justement la détermination du taux. Alors pourquoi est-ce que c'est moins évident qu'il n'y paraît? Mais encore une fois, en réalité, les années passant, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus simple pour une fois. Ce n'est pas toujours le cas. Eh bien parce que
Auparavant, il y existait plusieurs taux d'imposition sur les bénéfices en fonction notamment du chiffre d'affaires de la société et de son bénéfice. Donc il y avait deux critères dont il fallait tenir compte. Il se trouve que vous le voyez dans mon tableau, petit à petit, il a été décidé d'opérer une convergence quasi intégrale vers un taux unique à 25%. Mais donc, ne soyez pas surpris si vous prenez d'anciennes annales, par exemple du DCG ou de n'importe quel examen comptable qui aurait lieu avant 2019-2020, parce que précisément, il y a des questions de retraitement un peu particulières, ou alors tout simplement des taux d'impôt qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, donc voilà, ne soyez pas surpris. Donc vous voyez, premier critère d'abord, il faut regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc le critère, au moment où je tourne cette vidéo, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 millions d'euros. Donc dans ces cas-là, si vous êtes dans ce critère-là, et que votre bénéfice est compris entre 0 et 38 120, alors votre taux d'imposition est de 15%. Si votre bénéfice se situe au-delà, par exemple 40 000, 50 000, 300 000 euros, comprenez qu'en fait c'est un système par tranche. Ce qui veut dire que la tranche, c'est-à-dire la part du bénéfice comprise entre 0 et 38 120 euros, sera taxée à 15%. Et c'est le surplus, c'est-à-dire le montant du bénéfice au-delà de 38 120 euros, qui sera taxé au taux en vigueur. Donc vous voyez, ça allait de 28% en 2018 à 25% en 2022. Enfin, pour les sociétés dont le bénéfice est supérieur à 500 000 euros, et ben vous voyez, là aussi, il y a une convergence. On partait de 33 un tiers pour aller vers 25%. Donc, à partir du 1er janvier 2022, 25% pour tout le monde, sauf sur la première tranche. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,63 millions d'euros. On parle ici de taux normal. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais pour le système précédent, on parlerait de taux réduit. Donc ici, taux normal. Dans ces cas-là, par contre, le système de tranche ne s'applique pas. Donc vous avez, même s'il y a deux tranches, c'est-à-dire entre 0 et 500 000 et plus de 500 000, c'est tout ou rien. D'accord? Donc c'est l'ensemble du bénéfice. S'il est inférieur à 500 000, qui est taxé au taux de 28%, puis 26,5, voire 25 à compter de 2022. Et au-delà de 500 000, c'est tout qui est taxé à 33 un tiers, 31, vous voyez, jusqu'à 25. Et donc vous voyez bien qu'ici, on a bien, à compter du 1er janvier 2022, on a bien un taux unique à 25% pour tous les types de sociétés, sauf vraiment le cas particulier des petites sociétés qui ont un relativement petit bénéfice. Probablement d'ailleurs que si vous passez un examen à ce sujet, le taux vous sera donné, ça me surprendrait qu'il faille le connaître par cœur. Voilà. Alors maintenant, comment ça se passe pour payer l'impôt sur les sociétés? C'est pas si évident que ça. L'idée, c'est que lors de chaque exercice comptable, sauf le premier, vous savez, qui est toujours un peu particulier parce qu'il n'est pas forcément complet et puis on n'a pas de recul précisément, les sociétés doivent s'acquitter de leur impôt sur les sociétés sous forme de 4 acomptes successifs, à raison donc d'un acompte par trimestre. Alors, on appelle ça un acompte, même si le terme est un peu, comment dirais-je, particulier, parce qu'en réalité, vous allez voir que ces acomptes sont quasi intégralement calculés par rapport aux bénéfices précédents. Alors dit comme ça, on aurait l'impression que ce n'est pas un acompte, c'est simplement qu'on calcule un impôt et qu'on le paye petit à petit l'année d'après. En fait non, c'est quand même un acompte parce que le principe, c'est que on est censé payer l'impôt sur les sociétés de l'année N par rapport au bénéfice de l'année N. Mais précisément, le bénéfice de l'année N, on ne le connaît qu'à la fin de l'année, lorsque l'année est terminée. Et donc le dernier acompte est un acompte de régularisation, c'est-à-dire que les 3 premiers acomptes sont calculés essentiellement, vous allez voir, c'est genre un peu plus compliqué, mais l'idée est là. Les 3 premiers acomptes sont calculés par rapport au bénéfice précédent, donc de N-1, et le dernier acompte est un acompte de régularisation, parce qu'on va faire, vous allez voir la part des choses, entre ce que l'on devrait payer au titre de l'année N et ce que l'on a déjà payé. Bon. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui rend la chose un petit peu technique, c'est que, vous savez que la plupart des entreprises terminent leur exercice comptable au 31 décembre. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Il y en a qui vont plus loin, ça peut aller en janvier, février, mars, etc. Donc dans ces cas-là, il y a un peu un décalage. Vous allez voir comment ça se traite. Commençons par un exemple simplifié. Supposons que l'impôt sur les sociétés calculé sur l'exercice N soit de 40 000 euros. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que la société versera théoriquement 4 acomptes successifs de 10 000 euros. Simple à comprendre. Mais dans les faits, donc chaque acompte est calculé de manière assez spécifique. Le premier acompte se calcule différemment selon la date de clôture comptable de la société. Et donc là, regardez, en fait, il y a un critère qu'il faut comprendre. Supposez, quelle que soit la date de clôture comptable, etc., vous regarderez l'énoncé, vous verrez dans quel cas vous vous situez. Supposons que la clôture comptable
interviennent avant le premier acompte, avant le calcul du premier acompte. Je sais pas, imaginez par exemple que votre exercice soit clos le 31 janvier et que l'acompte à verser ce soit le 15 mars. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'au premier acompte, vous connaissez précisément ce qu'a été votre bénéfice N-1. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que votre acompte est calculé sur N-1. Donc vraiment le tout dernier bénéfice qui vient d'être calculé. Mais si jamais vous faites la clôture comptable après le calcul du premier acompte, dans ces cas-là, vous ne connaissez pas encore votre bénéfice de N-1. Donc vous prenez le dernier en date que vous connaissez, c'est-à-dire celui de N-2. Mais du coup, ça veut dire que le deuxième acompte va donner lieu, dans le deuxième cas, à une régularisation. Parce que le deuxième acompte, en fait, normalement, dans tous les cas possibles, le deuxième acompte, vous connaissez votre bénéfice N-1. Donc ça veut dire que si vous ne le connaissiez pas au premier acompte, eh ben vous allez faire la régularisation pour enregistrer le trop perçu ou le pas assez payé, justement, en tout cas pas assez déclaré, par rapport donc, à l'acompte précédent. Donc, vous allez voir. Le troisième acompte, lui, c'est toujours le même, il est calculé par rapport au bénéfice N-1. Et par contre, le quatrième acompte, ben là encore, il y a un doute, puisque il y aura une éventuelle régularisation selon que l'on connaît au moment du quatrième acompte le résultat N ou selon que l'on ne le connaît pas. Donc regardez, là je vous ai mis ici un tableau avec les 4 acomptes en fonction des 4 dates de clôture comptable possibles. Mais vous voyez qu'en fait, bon, ça dépend aussi si c'est le premier exercice ou pas. Honnêtement, ça c'est pas très grave, on ne vous demandera pas de connaître ce genre de choses. Vous, on vous précisera dans l'énoncé, on vous donnera des indications qui vous permettront de comprendre si oui ou non on connaissait le bénéfice fiscal de N-1 ou de N-2, etc. Donc regardez, l'IS d'un exercice, donc N, est payé au cours de ce même exercice au moyen de 4 acomptes trimestriels qui sont à régler selon les modalités suivantes à chaque trimestre. Au premier trimestre, donc vous voyez, ça va être comme je vous l'ai dit, un quart du bénéfice N-2 ou si possible, un quart du bénéfice N-1, d'accord, s'il est déjà connu. Alors attention, quand je dis un quart de l'IS, je ne parle pas ici du taux d'impôt qui est par exemple de 25%. Le 1 quart, c'est bien parce qu'il y a 4 acomptes, donc chaque acompte représente un quart du total de l'impôt que l'on devra payer sur l'année. Donc encore une fois, au premier trimestre, soit N-2, soit si possible N-1. Au deuxième trimestre, et bien donc c'est là où soit vous connaissiez déjà le bénéfice N-1 au premier trimestre et donc vous continuez sur cette base-là, soit vous ne le connaissiez pas. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une régularisation au deuxième trimestre pour tenir compte de l'écart. Au troisième trimestre, un quart du bénéfice, enfin un quart de l'IS sur le bénéfice N-1. Et enfin là encore au quatrième trimestre, soit c'est un quart de l'IS du bénéfice N-1, soit deuxième cas, vous connaissez déjà votre bénéfice de N, donc vous faites la régularisation, ou il y a un troisième cas, il se trouve que les grandes sociétés, donc vous voyez quand on est dans le chiffre d'affaires supérieur à 7,63 millions d'euros, il faut savoir que ces sociétés-là sont tenues de calculer un résultat prévisionnel. Donc en fait, elles ne le connaissent pas, mais il faut qu'elles arrivent à le calculer avec suffisamment de précision. Et donc on leur demande pour le quatrième trimestre d'opérer une régularisation, quitte à ce qu'il y ait des petites évidemment différences entre le calcul et la réalité. Mais globalement, elles sont tenues de le faire. Regardez, donc ce système d'acompte peut entraîner 3 cas possibles de régularisation lors du dernier acompte. Soit l'IS finalement dû est inférieur aux 4 acomptes versés. Dans ces cas, l'entreprise peut obtenir un remboursement de trop versé. Soit il est supérieur aux 4 acomptes versés et donc l'entreprise va au contraire devoir verser un solde d'IS quelques jours ou quelques semaines plus tard. Soit, cas très théorique, l'IS est exactement le même que les 4 acomptes versés. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de régularisation, mais enfin, c'est quand même très rare en pratique, puisqu'il y a toujours quelques euros d'écart. Bon. Donc, on va faire un exemple pour comprendre. Soit la société ABC, qui est une PME, donc on va dire pour l'instant qu'elle n'est pas sujette à l'obligation de calcul d'un résultat prévisionnel. On modifiera cette hypothèse après. On va dire pour faire simple ici, je ne veux pas vous ennuyer avec le système par tranche, elle est soumise à un taux unique de 25%. En N-1, son résultat était de 1 600 000, tandis qu'en N-2, il était d'1 800 000. On suppose que le premier acompte est versé le 15 mars, mais que la clôture n'a lieu que le 31 mars. Donc ne tenez pas compte du tableau avec toutes les dates au début, j'ai fait ici un exercice à vertu pédagogique. Donc on suppose que le premier acompte est versé le 15, alors que la clôture a lieu le 31. Donc vous comprenez qu'on est là pour l'instant dans ce cas, et je vais changer après, où on ne
ne connaît pas encore le bénéfice N-1 quand on fait le premier acompte. Et on suppose que son résultat fiscal en N sera de 2 millions. Bien sûr, résultat qui n'est pas connu au départ. Donc regardez le cas numéro 1. Donc ce cas numéro 1, c'est on ne connaît pas encore le bénéfice N-1 lors du premier acompte. Donc regardez comment on fait. Et bien tout simplement, je prends le bénéfice N-2, donc 1 800 000, fois 25% parce que c'est un quart de ça dont je dois tenir compte, et fois encore 25% parce que c'est le taux d'impôt. Donc en fait, vous voyez, j'ai fait exprès ici dans la formule de distinguer le 1 quart et le 25%. Le 1 quart, c'est pour dire que c'est 4 acomptes, et le 25%, c'est lié au taux d'impôt. Et donc ici, on obtient 112 500. Donc le premier acompte, c'est 112 500 euros. Mais du coup, le deuxième acompte, comme il a lieu en juin, on connaît cette fois le bénéfice N-1 qui est de 1 600 000. Donc en fait, on fait la différence entre ce que l'on aurait dû payer, c'est-à-dire les deux premiers acomptes sur 1 600 000, et ce que l'on a effectivement payé. Et vous voyez qu'en fait, cette formule vous donne 87 500. Pourquoi? Eh bien parce que, et regardez en fait par rapport au troisième acompte, 1 quart fois 25% fois 1 600 000, ça fait exactement 100 000. Donc en théorie, pour le premier acompte, on aurait dû payer 100 000. Or, on a payé 12 500 de plus. Donc au deuxième acompte, c'est le contraire. On va payer 12 500 de moins pour régulariser. Et vous voyez que la somme des deux premiers acomptes, ça fait bien 100 000 plus 100 000, 200 000. Pour le troisième acompte, 100 000. Et quatrième acompte, vu que l'on ne connaît pas encore le résultat de N, eh bien ce sera encore 100 000. Cas numéro 2, c'est celui où par contre on fait la clôture comptable avant le premier acompte. Donc dans ces cas-là, vous voyez, finalement c'est plus simple dans la mesure où dès le 15 mars, on suppose qu'on connaît déjà le bénéfice N-1 qui est de 1 600 000. Par contre, au quatrième acompte, on suppose qu'on ne connaît pas encore le résultat de N, donc on a 4 fois 100 000. Enfin, dans le cas numéro 3, alors le cas numéro 3, c'est celui où nous sommes une société grande et donc nous sommes obligés de calculer un résultat prévisionnel. Alors ici, j'ai fait simple, on suppose que ce résultat prévisionnel, on le calcule sans se tromper. Ça ne servait à rien de faire des détails qui sortiraient complètement des programmes. Donc concrètement, voilà, je pars du principe que cette grande société sait calculer parfaitement son bénéfice. Et donc, son bénéfice, je vous l'avais dit dans l'énoncé, était estimé à 2 millions d'euros. Mais dans ces cas-là, vous voyez, c'est pareil, il va y avoir une régularisation. C'est-à-dire qu'il y aura les 3 premiers acomptes pour 100 000 euros, sauf que si vous prenez un bénéfice de 2 millions d'euros, pardon, et que vous en calculez 25%, et ben ça fait en tout 500 000 euros. Donc, vu qu'on a déjà payé 300 000, et qu'en tout on est censé avoir payé 500 000 durant l'année, eh bien ça veut dire qu'il y a une régularisation, et le quatrième acompte doit être de 200 000 euros. D'accord? Ensuite, pour ce qui est de l'écriture n'est pas compliquée en soi. Vous voyez qu'en fait, à chaque acompte, tout simplement, on va verser l'argent, donc ça sort du 512 qui est au crédit, le 512 banque, et en face, on aura le compte 444, État impôt sur les bénéfices, qui est en même temps un compte d'ailleurs de dette et de créance, et donc qui va enregistrer ce que l'on doit à l'État. Donc on paye justement cette dette envers l'État. Et vous voyez, on fait ça pour les 4 acomptes. Qui est régularisation ou pas régularisation, les écritures sont strictement identiques. La seule chose qui change, ce sont les montants, bien évidemment. Et simplement, il y aura une dernière écriture, c'est au 31 décembre, où justement, alors on suppose, parce que je suppose que la clôture est au 31 décembre, hein, évidemment, mais donc au moment de la clôture, il convient de passer la charge d'IS en soldant le compte d'IS. Donc en fait, ça veut dire qu'on va avoir le 695 au débit pour cette charge-là, et en face le 444. Et vous voyez qu'en fait, en fonction des cas de est-ce qu'on connaissait le bénéfice, est-ce qu'on ne le connaissait pas, etc., vous remarquez que ce compte 444, j'ai mis la somme des acomptes. En fait, effectivement, c'est la somme des acomptes, même si il peut y avoir une différence entre ce que l'on a enregistré pour les 4 premiers acomptes et ce dernier versement, parce que précisément, vu qu'entre le 15 décembre, par exemple, et le 31 décembre, et potentiellement, au 15 décembre, on ne connaissait pas l'IS, et au 31 décembre, on le connaît. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, le 444 n'est pas tout à fait la somme des acomptes, parce que précisément, il y aura la régularisation, et donc on a un solde du compte 444 qui peut ne pas être soldé au 31 décembre. C'est pas grave, c'est simplement un fait, et je vous le signale, effectivement, pour lever toute ambiguïté. Donc je vous encourage à reprendre la fiche détaillée, et puis à vous exercer, hein, tout simplement, sur les exercices que vous avez à votre disposition, pour être sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionne. Je vous remercie, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.